Bonjour tout le monde! Bienvenue dans mon podcast On parle d'IMO avec Hello. Aujourd'hui, un invité très important lors d'une transaction immobilière, un représentant hypothécaire. Luc Tremblay, représentant hypothécaire chez Desjardins. Merci d'être là. Merci à toi de ton invitation. Donc, je te laisse te présenter un petit peu. Moi, en fait, effectivement, je fais des prêts hypothécaires, mais ça, je vous dirais que c'est une corde supplémentaire à mon arc de service. Comme je pourrais dire, dans le fond, moi, ça fait à peu près 25 ans que je fais du service à la clientèle. Fait que c'est toujours le consommateur qui est au centre vraiment de mes préoccupations. C'est ce qui m'a amené à les aider, en fait, à réaliser leur, je pense un petit peu dans la même veine que toi, leur réalisation du rêve le plus grand, possiblement. Oui, l'achat d'une propriété. Donc, on commençait ça avec le taux actuel, février 2024, là, je le sais, l'année passée, 2023, les taux hypothécaires ont super augmenté. Mais actuellement, février 2024, on est à quoi? Si on va en assurer actuellement, donc on parle d'un prêt avec SCHL, on parle d'un taux là, promotionnel actuellement aux alentours de 5 là. On est là-dessus actuellement, un taux 3-4 ans. Fait que c'est bien, là. On est revenu quand même dans la tendance, dans une moyenne, là. Bien, ce qui est intéressant, dans le fond, si on regarde l'horizon, mettons, là, sur les prêts il y a un an versus aujourd'hui, il y a une variation d'à peu près 1 sur le plus court terme. Mais si on va sur du 5 ans, exemple, on était sur un taux qui est exactement le même que l'an dernier, là. OK. Fait que le marché s'est bien rattrapé. Ça donne de bon augure pour l'année à venir. Mais justement, l'avenir à venir, est-ce que tu crois qu'il va y avoir une baisse à venir des taux hypothécaires? Il parle d'une baisse, dans le fond, potentielle, parce que l'inflation a été soutenue, mais fait assez spécial, je vous dirais, dans le fond, c'est que l'inflation actuelle ne baisse pas principalement à cause de l'immobilier. Parce que l'immobilier est encore en feu. Exactement. Je tiens à préciser, est en feu. Fait que c'est vraiment ça qui nous tient un peu le marché, là, un peu. Sinon, on sera en baisse. La baisse devrait se faire d'ici la fin de l'année. Mais on parle quand même de hausses qui ont pris quoi? Peut-être 18 mois à monter. On va redescendre dans un taux plus normal, 18-24 mois possiblement. Là. Ça va être plus long, là. La montée, elle a été rapide, des taux hypothécaires, mais disons que ça va descendre, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Exact. Parfait. On va parler un petit peu de la caisse Desjardins. Qu'est-ce qui vous différencie? C'est quoi l'avantage de faire affaire avec un représentant hypothécaire Desjardins? Avantage principal, je dirais, c'est la proximité. Définitivement en région, là, surtout comme ici, au Saguenay. Notre gros avantage, dans le fond, étant la proximité. Ça, c'est certain, parce que nous, on a plusieurs points de service, dans le fond, au Saguenay. On a une équipe, dans le fond, qui est très, très optimale. Beaucoup de personnes références, des fiscalistes. On a des personnes à l'interne qui ont beaucoup de connaissances. Donc, c'est sûr que nous, en plus, on redonne beaucoup à la communauté. Le principe de la coopérative, bien, on en a une part chacun. Fait que souvent, ce que je me place à dire aux clients, c'est prenez-la ou pas, vous la payez pareil. Donc, on est tous tributaires un petit peu, dans le fond, de la communauté. On redonne. Regarde, Saguenay-en-Neige, la semaine dernière, dans le fond, il y avait un événement, un kiosque Desjardins. Fait que, on est vraiment présent dans les communautés pour aider, en fond, à grandir. Là, puis un point important quand même avec Desjardins, c'est que vous avez une mobilité quand même. Tu sais, il y a un dossier plus difficile chez Desjardins, bien, il risque de passer plus qu'à la Banque nationale parce que tu peux aller voir ton boss peut parler, tu sais, vous pouvez mettre de la pression, tandis que Desjardins, Banque nationale, ça passe pas, ça marche pas. Bien, nous, notre gros avantage, c'est ça, c'est qu'on garde encore quand même une possibilité, là, on appelle ça un droit de regard à l'interne, où les directeurs pourraient conserver, mettons, la qualité de la relation. OK. Fait que, mettons, une personne est depuis X années chez nous, on a un lien de confiance avec elle, a vécu une situation qui était plus difficile, une séparation ou autre. Il reste le côté humain qui est bien présent. Les décisions sont prises ici et non, important. Exemple, à Toronto. Là, parce qu'il peut arriver là, des imprévus dans une vie, puis on perd, je sais pas, notre emploi, mais justement, ça a été un client de longue date avec Desjardins, mais vous avez vu que ça a été un bon payeur pendant 10 ans. Fait que vous avez quand même un pouvoir de dire, bon, ben c'est correct, on fait un prêt hypothécaire à cette personne-là, tandis que si on va dans une autre banque, ben ça n'aurait pas passé parce qu'elle n'a plus d'emploi présentement. Là, exact. C'est sûr qu'on a le côté humain qui est un petit peu plus développé, je pourrais dire. Oui, très fort pour Desjardins, ce point-là. Mis à part ça, dans les 2 premières années, moi, en tant que travailleur autonome, je le sais que c'est difficile dans les 2 premières années d'acheter une propriété. Est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a une possibilité d'acheter en tant que travailleur autonome dans les 2 premières années? Une question qui est plus embêtante à répondre parce qu'en fait, ça dépend un petit peu de l'historique. Je donne un exemple. Vous avez travaillé dans l'immobilier, vous étiez évaluateur, vous étiez gestionnaire des meubles, vous vous lancez courtier. Il y a une certaine continuité au marché. Il y a une suite, là. C'est comme tout l'immobilier. Là. Exact. On pourrait quand même utiliser ça pour venir qualifier des revenus qui seraient potentiellement accessibles. Si on parle, mettons, d'un soudeur, exemple, qui devient notaire,
plus difficile de considérer Il n'y un a pas de lien logique. corrélation, là, c'est difficile. Là. Donc là, à ce moment-là, on est vraiment sur un 2 ans. Également, c'est sûr que aussi à ce moment-là, l'historique du client peut faire la différence. Est-ce qu'on a beaucoup d'épargne de côté? Est-ce qu'on a un profil qui était épargnant? Est-ce qu'on peut considérer justement le facteur du client comme à risque ou non? Fait que ça nous permet encore là d'avoir une petite flexibilité pour pouvoir aider les clients à accéder à leurs rêves, comme on disait là. Oui, super. Mis à part ça, un petit truc, là, pour améliorer le crédit. Parce que parfois, le monde me dit « Ah, hello, là, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour améliorer mon crédit? » J'aimerais ça que tu m'en parles. Donne-moi des petits trucs faciles qui pourraient aider les clients, les premiers acheteurs, à acheter une propriété. Celle-là, dans le fond, je vais t'y répondre un peu plus largement, puis j'ai pris une petite liste, dans le fond, de 10 choses qui sont un peu plus impactantes sur une cote de crédit. Principalement, dans le fond, c'est sûr qu'une note de crédit se fait sur le temps. Donc, on parle aussi d'un profil qui peut être assez changeant avec le temps. Les habitudes de consommation. Est-ce qu'on est quelqu'un qui a 3-4 cartes de crédit qui sont toujours au maximum? Est-ce qu'on en a une qui n'est jamais utilisée? C'est pas meilleur, soit dit en passant, là. Donc, tu sais, il faut quand même s'en servir. L'important, dans le fond, c'est d'avoir des crédits rotatifs, donc que les choses roulent bien, mais jamais à plus de 30 % comme les cartes de crédit. On cherche à avoir, dans le fond, un crédit qui est utilisé. Mais souvent, je recommande aux clients, vous allez à l'épicerie, payez votre épicerie en arrivant, vous l'auriez payé par débit. Oui. Ramasser des points, il y a des cartes qui existent avec des programmes de points, puis on monte notre stabilité. Puis l'important de la cote de crédit, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce qu'on cherche à démontrer, c'est notre historique puis notre profil. Est-ce qu'on est quelqu'un qui sait bien gérer notre crédit? Des fois, j'ai des clients qui viennent me voir, ils ont 40 000 en épargne, ils n'ont pas de carte de crédit ou il y en a une puis elle est à zéro. Ils me disent, j'ai pas de dette. Oui, mais tu n'as pas un bon crédit, tu t'en sers pas. Fait que ça ne nous démontre pas que tu sais bien faire les choses, ça nous démontre juste que tu en as peur. Le fait que tu n'as pas de dette, c'est pas nécessairement bon parce que tu n'es pas capable de voir si justement il y a un bon roulement, si tu es un bon payeur, d'avoir un historique de paiement. Exact. Puis ça, ça prend souvent des années là, avant d'avoir justement un événement isolé, une séparation. Ben, tu sais, souvent, mettons, ça va nous amener à un épisode qui est plus dur au niveau peut-être d'une faillite ou d'une proposition, ces choses-là. Mais si on voit que c'est un fait isolé dans un temps, on peut déjà rapidement se remettre en selle par la suite. OK. Parce qu'on a un historique de crédit. Mais quelqu'un qui est toujours au maximum, qui vient de faire une faillite, il a bien beau me dire qu'il y a un beau crédit 4 ans après, ça se peut que ça le traîne jusqu'à 7 ans. Là. Mais justement, c'est quoi les paiements qui font le plus mal à notre crédit? Je le sais que le téléphone, ça a l'air que ça, c'est mortel. Y a-t-il d'autres choses comme ça que ça casse? Là? Quand tu payes pas ça, ben, ça... Les compagnies de télécom, c'est sûr qu'eux autres ratent pas un mois. Là. OK. J'ai des clients, écoute, il y en a un, entre autres, récemment, il me parlait d'une expérience personnelle. Il était avec une compagnie X. Le paiement passait le 31 du mois, puis son cycle de facturation était le 30. Fait qu'il était en retard à chaque mois depuis un an. De un jour, mais OK. Fait que lui, on regardait le bureau de crédit, on avait 12 retards de paiement, puis il comprenait pas. Fait que, tu sais, on a fait régulariser, on a pu commenter le dossier et faire accepter parce qu'on avait une explication. OK. Mais le fait est que... C'était un bon payant, puis vous voyez aussi une récurrence que c'était il n'y avait pas de solde. Après. On n'avait pas d'arriérage, pas de solde. Ouais. Puis là, d'ailleurs, là, la compagnie comme telle a dû écrire une lettre pour mentionner que c'était une erreur administrative de paiement. Ah oui. Mais je peux pas vous dire que ça a été un dossier facile. Là. Ben oui, parce qu'il faut le documenter puis il faut que ça passe. Parfois, et je sais, Equifax, là, c'est extrêmement long puis ça peut vraiment nuire aux clients. Puis parfois, il y a des erreurs là-dedans. Ça m'est déjà arrivé, il y avait un client il y avait un jumeau jumelle, puis son jumeau jumelle avait vraiment un mauvais crédit, mais ça passait sur son dos à lui. Puis lui, il avait vraiment un très bon crédit. C'était inversé. Puis on a essayé, comme pour autant, là, avec Equifax, ça n'a jamais fonctionné. Il n'a pas pu acheter une propriété. Puis il avait un très, très bon salaire. Là. C'était un ingénieur. Là. Fait que ça peut faire vraiment des belles erreurs. Là. Ça peut faire mal. Ben, tu sais, ça, pour te ramener un petit peu dans ce genre-là, j'ai vécu un dossier l'an dernier dans le même sens. Puis, on a réussi, par contre, à passer le dossier avec, justement, on a sorti Equifax, qui est un des bureaux. Il y a TransUnion également, qui n'ont pas les mêmes cotes l'un et l'autre. Là. Okay. Fait que souvent, il y a un prêt auto qu'on ne voit pas dans un, qu'on a vu dans l'autre. Fait qu'on fait une corrélation avec ça. Puis après ça, nous, on est capable quand même de confirmer si le client est déjà avec nous dans les comptes. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a eu des retards de paiement réels? Est-ce que nous, on a des chèques qui sont retournés? Okay. Le dossier avait un dossier blanc. Au bureau d'Equifax, ne fonctionnait pas. TransUnion ne fonctionnait pas. Mais pour nous, ça fonctionnait. Le dossier a fonctionné. Ah, OK. Fait que c'est là un petit peu là, la ligne de plus que nous, on offre. Le pouvoir de plus que vous avez, là. Exactement. Décisionnel, un petit peu, là. Justement, un petit truc, là. Admettons que quelqu'un vient te voir, puis son crédit est vraiment pas bon. Présentement, il ne peut pas passer. Quel truc peux-tu lui donner pour l'améliorer? Ça, je t'ai sorti une petite liste, dans le fond, de techniques simples qui sont très, très efficaces pour rebâtir le crédit. Donc, c'est sûr que on paye, dans le fond, les dettes à temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, on est, comme je vous disais toujours, le 30 % très important. On essaie de ne pas monter nos sommes en haut de 30 % de montant utilisé.
Les vieux comptes, on les tient ouverts en bonne forme. Fait que, tu sais, c'est pas de le laisser là, comme je vous dis, puis qu'on s'en sert pas. Ça aide pas nécessairement. On peut regarder notre code de crédit également. Nous, dans l'application Accéder, on offre gratuitement à nos membres, il y a un petit onglet en bas, ma code de crédit. Cliquez là, ça va juste valider l'information. Okay. Vous êtes capable de vous mesurer. Ça, c'est une des forces qu'on a là, avec notre application Accéder. Okay. Ensuite de ça, avoir une carte de crédit, bien important. Des fois, juste d'en avoir une quand on n'en a pas. Hein, des fois, on voit des clients, j'ai peur du crédit, je paye tout cash. On est en 2024, ça prend des cartes, il faut que ça roule. Limiter, dans le fond, les demandes d'emprunt. Donc, vous êtes mieux d'avoir une carte de 5 000 que 3 cartes de 2 500. OK. Donc, ça, c'est important. Tu sais, souvent, on n'en veut pas trop, là. Okay. Et puis, montrer, dans le fond, comme je disais tantôt, le mode de vie stable. Fait que, tu sais, tu as fait 8 demandes de crédit dans l'année pour 8 fois des voitures, pas sûr que tu es stable. Fait que l'important, c'est de montrer une certaine régularité dans votre vie. Si vous faites 3-4 demandes par année pour des choses qui s'expliquent, c'est correct. Si vous changez de meuble à chaque mois... Ça peut prendre combien de temps, ça, relever une cote de crédit? Chez Desjardins, dans le fond, on a un système, je dirais, qui est un petit peu différent. Là. Nous, dans le fond, on parle de 3-6 mois, grosso modo. Quelqu'un qui reprend les choses en main. Là. Ben écoute, j'ai des clients qui sont libérés de faillite ou libérés de propositions concordataires le mois d'avant, puis on fait un financement aujourd'hui. Là. Tu sais, je veux dire, quand la situation s'explique, on est capable de refaire confiance. En revanche, si on va avec des assureurs hypothécaires, Sagene, SCHL, eux, on le pardonne un petit peu moins facile sur ces choses-là. On parle de près de 10 ans au niveau de l'attente pour resoumettre un dossier si on a perdu de l'argent avec un prêteur. OK. Fait qu'admettons là, que ta maison est en reprise de finances. Avec la SCHL. Avec la SCHL, t'es mort. Ça prend 20 % de mise de fonds si on veut se relancer. Là, okay. Exact. Sinon, ben, ça prend un co-emprunteur solide, puis on pourrait même aller jusqu'à exiger que vous ne soyez plus dans le projet. Là. OK. C'est bon à savoir, ça. Vous, c'est 3 mois, 3-6 mois, mais il faut faire attention aussi avec les assureurs prêts. Oui, puis tu sais, nous, quand on dit 3-6 mois, il y a quand même aussi une certaine structure qu'il faut reprendre, démontrer qu'on a repris nos choses en main. Ouais. Tu sais, quand je vous dis, vous êtes brûlé les doigts, vous avez mal géré vos choses. C'est une chose. On s'est fait une séparation, c'en est une autre. En revanche, si j'ai eu un mauvais épisode, j'ai fait faillite, puis j'ai peur de refaire affaire avec le crédit, ça ne m'aide pas. Ouais. Tu sais, j'ai un dossier récemment encore. Écoute, on arrive, on soumet le dossier. Le client, écoute, j'ai un bon dossier, j'ai ramassé ma mise de fonds, tout est beau. Oui, mais tu as peur de te resservir de ta carte parce que tu as tombé. Fait que nous, ça ne nous démontre pas ta volonté puis ta bonne manière à gérer tes propres finances. Fait que dans ces cas-là, souvent, on va faire un petit plan, moi, avec le client, 3-6 mois. Reprends-toi une carte de crédit, fais-le rouler, paye ton gaz avec ça. Tu peux même te faire un petit prêt REER. Au lieu de payer ta cotisation REER de l'année avec, mettons, un 500, on va mettre ton 500 sur un terme de 6 mois. Fait que, à ce moment-là, ben, ça nous démontre que tu fais bien tes engagements et que tu es une personne de confiance. Puis, dans l'achat d'une propriété, là, une des premières choses à faire, c'est une préautorisation. Peux-tu m'en parler un petit peu? C'est quoi une préautorisation? Comment qu'on fait ça? Préautorisation, en fait, nous, on le travaille beaucoup avec les courtiers aussi en partenariat. L'avantage, dans le fond, dans le marché, c'est, premièrement, je vous dirais, c'est de savoir votre capacité d'emprunt. Exact. Donc, peux-tu me payer une maison de 200 000? Peux-tu m'en payer une de 500 000? Mais tu sais, c'est la logique. Quand on va à l'épicerie, là, on va acheter 200 pièces d'épicerie, on la paye là, on sait qu'on est capable de payer l'épicerie. C'est un petit peu le même principe. Tu sais, quand on magasine une propriété, il faut savoir jusqu'à quel prix on est capable d'acheter pour pas magasiner non plus des propriétés qui sont supérieures au prix qu'on va acheter puis que finalement, ça va juste être une déception au bout du compte, là. Puis, tu sais, c'est sûr que financièrement aussi, on se cachera pas. Tu sais, des fois, on embarque, là, tu sais, la maison est à 300 000, elle n'est pas chère. Non, mais tu sais, tu as un pick-up à 1 400 par mois. Ouais. Tu as un chalet, tu as 2 motoneiges. Tu sais, fait que moi, dans le fond... Les dépenses à côté, il faut y regarder aussi, là. Dans la préautorisation, on regarde l'ensemble de l'œuvre. Fait que c'est sûr, justement, tu sais, des fois, on va même aller jusqu'à restructurer des finances à des clients. Tu sais, regarde, je te restructure là, ta mise de fonds, tu as accès à un RAP REER, 35 000 par personne. Mais regarde, tu as une motoneige, tu dois 8 000, on va prendre ton rap, on va payer ta motoneige. Ah oui, je peux faire ça. Ben oui, regarde, je te libère de ta dette, ça monte mes potentiels, dans le fond, au niveau des ratios. Ben oui. Ça te permet de racheter. Parce que ça t'enlève des dettes. Exactement, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses comme ça. Des fois, il y a des clients que je vais refuser sur des prêts, que je vais accepter sur un prêt d'un duplex, parce qu'on a un revenu locatif qui nous permet. Fait que, honnêtement, il faut vraiment parler avec notre prêteur pour vraiment avoir une bonne discussion sur les finances en général. Après ça, notre budget est plus strict. On est capable d'évaluer aussi des taxes, combien ça coûte. Tu sais, c'est pas tout de payer notre maison. On arrive avec un compte de taxes de 6 000 parce que la maison est d'un secteur spécifique. Écoute, actuellement, j'ai un client... Les taxes, les assurances, facture d'électricité aussi, tu sais, c'est tout à prendre en compte. Là. C'est des frais qui vont rentrer à tous les mois. Tu sais, j'ai eu un client récemment. Écoute, on avait une proposition.
On parle à peu près, là, je te dirais, grosso modo, là, taxes municipales, chauffage et les frais connexes, on était à 1400 par mois, pas de terme de maison inclus. Là. Juste les frais de la promesse d'achat. Fait que tu fais comme, ouais, c'est parce que là, vous comprenez que ça va vous coûter à peu près 5000 par mois. Là. Hein? Un client, là, tiens, maintenant, on gêne un petit peu. J'avais pas vu ça dans l'angle mort. Ben, c'est un peu ça notre travail, nous, d'aider à éduquer un petit peu tout ça. Là. Ben oui, puis justement, quand on fait une préautorisation, on peut geler un taux aussi hypothécaire. Combien de temps on peut geler le taux hypothécaire? La réponse, en fait, précise, je te dirais que, dépendamment des périodes de l'année, on peut avoir un taux qui serait 90 jours, qui est le standard. Ça, il n'y a pas d'extra, pas de surprime, puis pas de promotion comme telle. Actuellement, on est en période, dans le fond, hypothécaire. Donc, les taux actuellement sont gelés pour 180 jours. OK. Donc, actuellement, la promotion qui est sortie, on a un taux qui est bon jusqu'au 31 juillet de cette année. C'est parfait pour magasiner des propriétés, parce qu'on est assuré d'avoir un beau taux hypothécaire, continuer à magasiner, fait qu'on n'est pas stressé de « il va y avoir une hausse des taux ». Non, votre taux est gelé, vous êtes sécurisé. Ben, exactement. Puis, tu sais, souvent, j'ai des projets de construction ou d'autoconstruction. On pourrait même aller jusqu'à 1 an, OK. voire plus, long, ben oui. avec un montant supplémentaire qu'on ajoute au taux. OK. Puis, tu sais, je dis toujours aux clients, je dis ça, c'est le pire scénario que je vous offre aujourd'hui. Là. Notre promotion aujourd'hui, c'est notre pire scénario. Parce que si notre taux dans le futur venait qu'à baisser, tant que vous n'êtes pas notarié, on va vous l'offrir. Ben oui. Tu sais, on est là dans votre intérêt. Donc, on gèle le pire scénario, on Pour vous offrera avoir, le meilleur. Tu sais. exactement, pour avoir meilleur éventuellement, mais on est sûr qu'on n'aura pas pire. Exact. T'sais? Super. On a parlé un petit peu de la cote de crédit tout à l'heure. Justement, quelle est la cote de crédit minimum pour pouvoir acheter une propriété? Si on va avec les assureurs hypothécaires, donc on parle de la SCHL ou Sagene, on demande une cote de risque, dans le fond, de 680 pour un des deux prêteurs minimalement. OK. Donc, mettons, on achète avec madame, moi, j'ai pas un beau dossier, 500 quelque chose, ma conjointe a 690, ça va fonctionner. OK. Si on va dans le conventionnel, donc là, on parle avec 20 de mise de fonds, là, c'est un peu plus nuancé, parce qu'on peut avoir une cote de risque qui est plus basse, parce que, comme je vous expliquais tantôt, on se relève d'un événement X, mais on démontre une bonne habitude. Donc, il n'y a pas vraiment de limite dans un dossier conventionnel, là. Juste un bon dossier. OK. Justement, on parle là, des assureurs prêts, Sagene, SCHL. Peux-tu m'expliquer c'est quoi ça, un assureur prêt? Puis c'est quoi un prêt assuré? En fait, un assureur hypothécaire, on a ça principalement quand on ne met pas 20 de mise de fonds. Qu'est-ce que ça fait en gros, dans le fond? C'est que ça, cette institution-là, si on veut, est en place pour simplement sécuriser le fait que si vous ne faites pas votre paiement, ben, l'institution financière est à l'abri. Ce n'est pas elle qui est tributaire du manque de paiement et de la reprise. Donc, on ne perdra pas financièrement. L'avantage que ça a pour plusieurs prêteurs, c'est que vous allez vous ramasser avec un rabais de taux. Donc, si vous signez, exemple, des taux 3, 4, 5 ans, dépendamment, bien, vous avez des rabais qui peuvent aller jusqu'à 0,30 sur votre taux. Par contre, il y a une prime qu'on doit payer à l'assureur pour avoir comme accès. Si on veut se tasser des assureurs, on parle de 20 de mise de fonds. Puis là, à ce moment-là, bien, on fait affaire avec Desjardins et les banques autres. Fait que là, à ce moment-là, le pouvoir est plus discrétionnaire. Quand on a un assureur, on se remet à la décision de l'assureur. Justement, ça permet, dans le fond, un jeune couple, premier acheteur, qui n'a pas beaucoup de mise de fonds, pas beaucoup de liquidité, ça permet d'acheter une propriété avec uniquement 5 de mise de fonds, mais ça va être un petit peu plus élevé, ça va coûter un petit peu plus cher, tandis que de l'autre côté, ben, on a un couple qui est quand même à l'aise financièrement, ils ont un 20 ben, pas besoin, on passe pas avec un assureur prêt, puis on met un minimum de 20 Exact. En gros, ça ressemble. Super. Quel est le ratio d'endettement maximum sans assureur prêt, justement? Quand on ne va pas avec des assureurs prêts, on peut aller chercher là, un taux, là, tout dépendamment du dossier, comme je vous disais, la valeur des placements, le risque global du dossier sera entre 38 et 40 environ. OK. C'est ce qu'on cherche au niveau du ratio d'endettement. Si on va avec un assureur hypothécaire, eux, dans le fond, permettent jusqu'à 44 OK. Donc, tu sais, on a des ratios qui vont être plus élevés, justement parce que l'assureur, dans le fond, se porte garant un peu du risque envers l'institution financière. Fait que c'est ce qui permet, justement, aux premiers acheteurs, oui, plus petite mise de fonds, mais l'idée, je me plais souvent à le dire aux clients, l'idée des assureurs hypothécaires, puis leur mission sociale, parce que souvent, c'est des prêts qui sont garantis par les gouvernements, bien, en fait, c'est de mettre un toit sur la tête du monde. Fait que, tu sais, plus qu'on va aider le monde à accéder aux propriétés rapidement, plus on va permettre aux générations futures aussi de profiter, là. Effectivement. Puis quand on parle de 38-44 d'endettement, qu'est-ce qu'on rentre dans l'endettement? Est-ce que vous calculez absolument tout? Vous calculez l'épicerie? Bien, de la manière que ça fonctionne, en fait, si on parle, mettons, d'un condo.
Un condo va avoir des frais de copropriété généralement. Donc Oui. ça, je prends ça. Je prends les taxes municipales, taxes scolaires. Ensuite de ça, je vais prendre le courant. OK. On peut utiliser, dans le fond, des simulateurs sur le site d'Hydro-Québec qui nous donnent des montants approximatifs. Mhm. Par la suite, dans le fond, on prend 3% des cartes de crédit, des marges de crédit. OK. Donc ça, on prend ça. Même si tu dis, gars, Fait que c'est même sur s'ils ma marge. sont vides, S'ils sont vides, on ne les utilisera pas. OK. C'est les montants utilisés. Le reste, après ça, ben, on inclut les termes. Dans le OK. terme de voiture de 1200, c'est 1200. Mais mettons, vous avez, exemple, une marge de crédit de 12 000 qui n'est pas sur un prêt. Ben moi, je vais prendre 3% de 12 000 dans mon ratio d'endettement. OK. Fait que souvent, on va même faire des stratégies avec les clients où on va reprendre la marge, la mettre sur un prêt, exemple 10 ans, pour diminuer, en fait, le montant mensuel, ce qui permet d'accéder à une propriété qui est plus chère. Là. Ah, OK, pour diminuer justement le taux d'endettement. Les aider mensuellement, dans le fond, à être capable de continuer d'aller au restaurant le vendredi, finalement. Là. Ah, c'est bien, on aime bien ça. Se gâter un petit peu parce que le but d'acheter une propriété non plus, moi je le dis tout le temps à mes clients, on veut pas s'acheter une cage dorée, on s'entend. Puis tu sais, c'est important aussi que les partenaires, quand que, justement ils vont vous voir puis ils vont regarder le taux d'endettement, que justement, ils vont être capables de supporter cette propriété-là. C'est pas après 1 an ou après 2 ans, il va plus être capable de la payer, tu sais. C'est important de vérifier, bon, globalement, oui, vous êtes capable de vous payer cette propriété-là, tu sais. Exact. Puis nous, c'est des relations long terme souvent. Fait que, tu sais, on aime bien accompagner les clients pour plusieurs années puis les aider. Là. On veut pas de cage dorée, on veut une belle propriété, qu'on est confortable dedans, mais qu'on va pouvoir vivre également là, à l'extérieur, se gâter, aller au restaurant, faire des voyages. Quel est le pourcentage minimum, justement, qu'on a parlé tout à l'heure? C'est 5 20 mais moi, si je dis, je veux mettre 100 80 de mise de fonds, ça se peut-tu, ça? Bien, il n'y a pas de problème. Dans le fond, si on va dans ce cas-là, on irait dans un dossier conventionnel. Fait que, tu sais, on se limite justement à enlever les assureurs du dossier. OK. C'est sûr que c'est plus intéressant, dans le fond, parce qu'on n'a pas la surcharge, dans le fond, du montant que l'assureur a. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, tu sais, pour peut-être rajouter un petit peu au niveau des assureurs, je pense qu'un point qui est important, on parlait de 5 tout à l'heure, il y a quand même des normes, comme le marché est en train d'augmenter aussi. Les premiers 500 000 sont à 5 mais quand on va entre 500 000 et 1 million, on a un 10 de ce montant-là, cette strate-là à venir bonifier. Puis passer à 1 million, on n'est pas admissible à ces produits-là. Là. Donc, il faut y aller avec un 20 minimum. Parce qu'on s'entend quand on achète une propriété d'1 million, on va être capable de ça payer. On n'est pas censé passer avec un assureur prêt, fait que c'est pour ça que faut que tu mettes au minimum 20 Exact. Pas de 5 mais on a 10 beaucoup... tu payes 1 million, tu es capable de la payer. Mais tu sais, on a beaucoup de 700 000 actuellement. Les clients, ils m'appellent et disent hey, j'ai fait un calcul, 7 x 5, c'est ce que je vais donner. Non, en fait, c'est 10 200 000 plus 5 de la balance. Fait que des fois, il y a un petit jeu au niveau des mises de fonds qui n'était pas prévu. Là. Effectivement, c'est rare qu'on y pense. Puis en parlant de ça aussi, il y a un petit changement quand c'est des propriétés à revenus. Peux-tu m'en parler un petit peu? Si un client va acheter une propriété à revenus, un triplex par exemple, quelle mise de fonds minimum il doit payer? Oui, bien en fait, si on va dans du 1-2 portes, à ce moment-là, on est sur 5 de mise de fonds propriétaire-occupant. Si on est à 3 ou 4 portes, on est à 10 propriétaire-occupant. Puis propriétaire-occupant, il faut vraiment l'habiter. Il ne faut pas faire assemblant, il faut l'habiter. Exact. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est le principe. Si on va sur des propriétés, dans le fond, en conventionnel, 20 que ce soit de 1 à 4 portes, pas d'enjeu. 5 et plus, à ce moment-là, on est sur 25 de mise de fonds. Puis on n'irait pas avec les assureurs là, en conventionnel. Là. OK. Fait qu'on n'a pas d'assureur prêt à ce moment-là. Il existe des produits dans le marché, mais au niveau du particulier comme tel, on n'utilise pas là, justement d'assureur prêt dans des produits comme ça. Puis là, on a mentionné propriétaire-occupant. Mais moi, si j'achète un duplex puis je ne suis pas propriétaire-occupant. Maintenant, fait un duplex pas propriétaire-occupant, c'est combien? 20 de mise de fonds, comme on n'est pas propriétaire-occupant. Par contre, au niveau de l'avantage, si je peux dire, c'est qu'on va utiliser les 2 revenus de l'immeuble. Fait que si l'immeuble a un bon produit, qui est bien placé dans le marché, bien, normalement, il devrait s'auto-financer ou à peu près. Exact. Fait qu'on met notre 20 on a des chiffres qui balancent. Ultimement, si on y va de manière imagée, on pourrait acheter autant de propriétés qu'on a de mise de fonds. Parce que les immeubles sont autosuffisants, fait qu'on pourrait partir un parc qui serait de bonne ampleur, mais nous, au particulier, on arrête chez Desjardins à 12 portes. Parfait. Puis ici, c'est un triplex non propriétaire occupant. C'est quoi le pourcentage de mise de fonds minimum? Toujours 20 donc 4 fois 1, 2, 3 et 4, 20 si on n'y habite pas, 5 et plus, 25. Super! Mis à part ça, premier acheteur, on en parle souvent. Est-ce que vous avez là, des choses intéressantes pour les premiers acheteurs, des petits cadeaux? Comment vous faites pour les encadrer? Est-ce que chez Desjardins, vous offrez un service particulier pour des premiers acheteurs? Il y a beaucoup de caisses, en fait, qui offrent des programmes pour divers
métiers, les policiers, les services publics, les militaires et autres. Professionnels. On a beaucoup de choses, dans le fond, qui sont offertes par association comme ça, qui se bonifient, dans le fond, avec les premiers acheteurs. Au niveau des premiers acheteurs, on a des promotions qui donnent des remises en argent qui, souvent, vont venir couvrir là, des portions de frais pour le départ. La mise de fonds et tout ça, oui. Ne peut pas servir de mise de fonds, peut servir, par contre, pour les frais de démarrage, qu'on appelle. La nuance est quand même importante. Mise de fonds, c'est l'argent que ça prend pour l'acheter. Frais de démarrage, dans le fond, c'est des montants que nous, on va considérer dans nos ratios qui sont notaire, taxe de bienvenue. Fait que ça, il faut quand même démontrer, en plus de notre mise de fonds du départ, qu'on est capable, le mois prochain, de la garder, notre maison. Fait que ça, c'est important. On arrive chez le notaire, on a quand même des taxes. Il y a beaucoup de clients, écoute, moi j'arrive, puis là, tu sais, actuellement, on le vit, là. Tu es d'accord avec moi? On a des choses au niveau des assurances actuellement. Tu sais, on a payé notre taxe municipale. Ah oui. Ils ont payé le compte, ils achètent la maison le mois prochain, il faut qu'ils remboursent le propriétaire. Oh, je ne l'avais pas prévu. 1500, 2000. On prend l'argent où? On fait quoi? Ouais. Fait que nous, on est là vraiment pour aider à sécuriser les choses. On a les chiffres, on aide les clients. Puis toujours vraiment en collaboration avec nos courtiers partenaires. Donc, c'est vraiment l'idée. C'est le travail d'équipe, c'est le mariage qui fait vraiment le succès de la chaîne, si je peux dire. Parce que, justement, acheter une propriété, c'est une des plus gros achats. C'est pas l'achat la plus importante dans notre vie. Fait que c'est important d'être bien encadré. Puis justement, savoir là, où aller, combien minimum qu'il faut avoir. Tu sais, vraiment avoir des bons partenaires pour être capable d'avoir une belle achat de la propriété. Un petit point particulier chez Desjardins qui est très intéressant, c'est juste vous qui offrez ce service-là, c'est les collatérales sur les placements. C'est peu connu, donc j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Bien, en fait, ce qui est vraiment, vraiment distinctif de ce produit-là, nous, dans le fond, c'est qu'on pourrait prendre une garantie, au lieu d'être sur une bâtisse, sur un compte de placement. Donc là, un fait important sur ce volet-là, dans le fond, c'est qu'on a des placements qui seraient des placements garantis. Donc des comptes vraiment d'épargne garantie. On irait sur un ratio de 1 pour 1. Donc, je vous donne un exemple. On a besoin d'une garantie sur l'immeuble de 40 000. Vous avez 40 000 dans un CELI. Je gèle votre 40 000 dans un compte à part et on est parti avec 0 mise de fonds. Avantage de ce produit-là qui est majeur, c'est que votre CELI continue de profiter. Vous avez 40 000, il va générer des gains sur 40 000. 0 mise de fonds, vous avez acheté un immeuble à 200 000. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. En plus que ton placement fait du rendement, tu as une bâtisse. Moi, ça, là, ça m'a toujours fait halluciner. C'est incroyable, ce produit-là. Bien, puis aussi, l'avantage que nous, on a, c'est que si vous êtes en fonds, bien, à ce moment-là, on va utiliser 50 % de la valeur. C'est quoi ça, être en fonds? Bien, en fait, c'est que le marché, dans le fond, est plus volatile. Tu sais, tu es en action, fait que tu sais, c'est des choses qui vont être moins garanties. Ouais, fait que tes placements, là, sont à risque. Fait que quand les placements sont à risque, vous ne prenez pas 100 % mais vous allez prendre 50 % du montant. Fait que vous avez placé, exact. C'est ça. Vous avez placé 100 000, bon, ils vont prendre 50 000 pour acheter une bâtisse. Fait que ça fait une très grosse mise de fonds, là, 50 000. Puis ton 50 000, ben, ton 100 000 continue à faire de l'argent, puis tu as une bâtisse en plus. Fait que c'est vraiment un produit peu connu, mais tellement intéressant. Fait que c'est acheter une propriété sans sortir de mise de fonds, sans sortir d'argent. C'est incroyable. Vraiment l'avantage aussi au niveau de monter des parcs immobiliers. Souvent, les clients m'appellent au renouvellement 2-3 ans après. Regarde, Luc, écoute, j'ai acheté une maison, j'ai une bonne équité. Écoute, la valeur avec le COVID, on le sait tout. Beaucoup de valeur, ça a augmenté. Je voudrais me lancer un peu dans l'immobilier. J'ai-tu de l'équité? Qu'est-ce que je fais? On fait refinancer la propriété. Prends des garanties là-dessus. Écoute, j'ai des clients, on a monté à 12 portes dans une année. Le client avait une bonne équité sur son chalet. Boum, on est parti dans l'immobilier. Puis tout ça avec le chalet? Seulement, exact. Qui était devenu une résidence principale. Donc, à ce moment-là, nous, on s'est rendu à 12 portes avec ça. Puis, tu sais, il est parti de rien avec un petit parc immobilier qui va peut-être y acheter 10 ans de retraite au final, là. Fait que vraiment, on a suivi ses besoins, on a regardé avec ça, on travaille avec nos courtiers collaborateurs également. Beaucoup d'hors-marché, on se fait des ramifications. Fait que vraiment, c'est vraiment, là, je vous dirais, un partenariat avec le courtier, le conseiller. Puis, tu sais, on est beaucoup dans les œuvres, dans les investissements, ces choses-là. On se fait un réseau. Fait que vous n'avez pas juste accès à nous pour vous démontrer une propriété. Non, on a tout plein de services alentour, plein de professionnels pour justement accompagner encore plus le client et donner le meilleur service possible. Mais là, moi, je veux revenir sur ton fameux chalet, là. Admettons que mon chalet, là, il vaut 500 000, OK? Ma maison, mon chalet, peu importe. Puis, elle cash. J'ai plus d'hypothèque dessus. Comment que je fais pour racheter, justement, d'autres immeubles, d'autres chalets, d'autres condos avec juste cette maison-là? En fait, de la manière qu'on va fonctionner, nous, on travaille avec des systèmes d'évaluation. Donc, on va faire évaluer la propriété premièrement. Nous, on va aller chercher 80 % de ce montant-là qui serait disponible en garantie collatérale.
Donc, ça aussi est un produit qui est peu connu, que nous, on offre, qui est vraiment avantageux. C'est que vous allez investir avec 0 mise de fonds. Tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est des garanties notariées sur des liens. Donc, je vous donne un exemple. J'ai un client, on a monté à 27 portes récemment dans cette stratégie-là. Immeuble commercial, aucune dette. Son père lui avait donné ça de son vivant. Bon, parfait. On part sur une première propriété. Oh, on en attache une. On en attache deux, on attache trois. Tu as un 400-450 000 de montant qui est là, qui est disponible, qu'on vient attacher dessus. En sortant, aucune scène, là? Aucun dollar. Par contre, c'est sûr que là, ça prend des immeubles qui ont des cotes de rendement un peu plus intéressantes. Parce que comme on les finance à 100 idéalement, on essaye de viser 10-11 fois les revenus. Là. Fait que, si on arrive dans ça, généralement, les clients, s'ils ont un revenu qui est conséquent, 50 à 100 000 annuellement, pas trop de dettes, bien là, on ne les arrêtera pas jusqu'à 12 portes, où là, notre seuil chez Desjardins les envoie vers le commercial. Fait que là, on a nommé 2 méthodes pour pouvoir acheter sans aucune mise de fonds. Collatéral sur des placements et collatéral sur des immeubles maisons à prendre. C'est vraiment peu connu et tellement intéressant pour vrai. Il y a des clients, justement, leurs parents, la maison est clé en main, là, il n'y a plus aucune dette. Bien, on pourrait prendre une collatérale sur la propriété des parents, puis les enfants auraient vraiment une très, très belle propriété, là. Puis on n'est pas obligé d'accoter au complet, tu sais. La maison vaut 500 000, on n'est pas obligé d'aller chercher le 80 % au complet, Bien, là. ça, on le voit beaucoup, justement, avec les parents. Dans la génération actuelle, les maisons ont pris beaucoup de valeur. Fait que les parents ont des très petites hypothèques ou pas d'hypothèques. Nous, on vient chercher justement un lien sur cette propriété-là. On sauve l'assureur hypothécaire parce qu'on figure 20 % de mise de fonds. Ouais. Fait que les clients ont sauvé peut-être un 8 à 10 000 au niveau de la mise de fonds. Ils gardent leur argent pour taxes de bienvenue, notaire, meubler la maison, mettre ça à leur goût. Fait que vraiment, écoute, c'est une belle chance qu'on offre à notre génération suivante, là. Puis qu'est-ce qui arrive au moment que, justement, la famille, les parents ont fait une collatérale pour leur enfant? Qu'est-ce qui arrive au moment que les parents, bon, ben, on veut vendre la propriété? Qu'est-ce qui arrive quand il y a une collatérale sur une propriété? Bien, il faut comprendre, dans le fond, 2 choses. Nous, on va réévaluer la propriété qui avait été donnée, là, pas donnée, mais celle qu'on vient d'acheter. Est-ce qu'elle a suffisamment, dans le fond, bonifié pour libérer la valeur? OK. Ça, c'est la première chose. Si c'est le cas, bien, c'est aussi simple que ça. On libère la valeur, tu vends, c'est correct. Mais si, maintenant, c'est l'année prochaine. Fait que, sûrement On que... s'attache sur 2 choses, en fait. C'est que nous, si, exemple, vous achetez une deuxième propriété, il faudrait payer, si on veut, le don qui a été fait. OK. D'un exemple, on a mis 30 000 en collatéral. Si la maison est vendue l'année prochaine, on doit 22 000 encore restant. Si, en faisant réévaluer ma propriété, je n'ai pas suffisamment dégagé, bien, à ce moment-là, il faudra que je paye le 22 000 avec le profit de ma vente, qui était de toute manière clair, comme on l'a dit. Oui. Sinon, on ne l'aurait pas utilisé. Là, tu viens de dire réévaluer. Fait que même 1 an après, on peut réévaluer la propriété pour dire, ben peut-être qu'en 1 an, la propriété a assez pris de valeur pour compenser le 30 000 que j'ai prêté. Bien, exact. Puis, il y a beaucoup de choses que les clients souvent négligent. Mais si on prend exemple, mettons, d'un duplex ou d'un triplex. Vous achetez un duplex. Écoute, il y a un locataire qui est dans le loyer. Écoute, pour une raison obscure, il s'en va de là. Vous rénovez le loyer. Donc, le bail, lui, dans le fond, donne plus de valeur. Les évaluateurs vont considérer ça dans les chiffres. Ensuite de ça, tu sais, le temps homme que vous mettez, vous ne le chiffrez pas, mais ça donne une valeur. Un terrassement qui est propre, des fenêtres qui sont pas embuées, une toiture qui est neuve. Fait que ces choses-là, dans le fond, qui sont de l'entretien, tu sais, une toiture neuve, ça ne vous coûtera pas le prix qu'elle va vous donner en valeur. Parce que c'est votre temps homme qui l'a fait. Si vous payez un contracteur, c'est un prix, mais si c'est vous, non. Fait que, tu sais, à ce moment-là, l'année suivante, on vient libérer notre garantie. Là, tout le monde est gagnant. Puis je vous dirais, cette stratégie-là est rarement limitée, puis on l'explique toujours aux 2 parties. Les parents sont là, voici ce qui arrive si telle affaire. C'est le même principe qu'un co-emprunteur. Un dossier qui est refusé pour une raison X, on dit, garde, ma mère va embarquer avec moi. Dans combien de temps je peux l'enlever? Souvent, les clients nous posent cette question-là. La réponse n'est pas aussi blanche ou aussi noire. 1 à 3 ans, c'est le délai, moi, que je recommande aux clients. Mais tu sais, si le monsieur ou la madame achète avec son enfant, l'enfant dit, c'est beau, je suis parti, puis il va s'acheter un camion à 1 500 par mois, ben mon ami, tu vas rester là pendant 7-8 ans. Par contre, tu sais, si la personne, dans le fond, suit ça puis fait ses choses comme elle devrait le faire, 1 à 3 ans, quand votre crédit à vous, dans le fond, permet de libérer l'autre personne, on l'enlève. Fait que, tu sais, il vous a donné une chance dans la vie, puis regarde, actuellement, dans le fond, on est capable vraiment d'accompagner et les parents pour les sécuriser et les enfants pour y accéder pour que tout le monde soit gagnant, là. Puis si jamais, justement, le cas inverse arrive, les enfants sont plus capables de payer, qu'est-ce qui arrive? Si on va dans un scénario comme ça, en garantie collatérale, c'est sûr que là, on a un lien sur la propriété. Fait que je vous dirais que chez Desjardins, même dans la pandémie, on n'a pas énormément repris de propriété. Notre mission était plus d'aider les gens à passer au travers que de profiter un peu de leur malheur, si je peux dire. Fait que
De notre côté, on a été très peu touchés par ça, mais on est beaucoup plus en mode solution. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut te refinancer? Est-ce qu'on peut étirer ton délai pour te donner une chance? Fait que, c'est une situation qu'on vit rarement quand même de notre côté. C'est de trouver des nouvelles solutions là, à la place de dire, bon, mais on reprend la maison. On est en mode solution. Là. On est accessible. Vous m'appelez, écoute, jour, soir, fin de semaine. L'important, c'est qu'on a quelqu'un au bout du fil qui nous accompagne. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Exact. Puis, chacun son domaine, on l'entend souvent, mais c'est d'autant plus vrai en immobilier. C'est une niche. Écoute, on pogne des clients de tous âges, de tous secteurs. Connaissance, c'est sûr que c'est un marché qui va vite. Les prix fluctuent vite. Je paye-tu trop cher? Change incroyablement. La spéculation, une maison sur le bord de l'eau, ça vaut-tu le même prix qu'une l'autre bord de la rue? Fait que quand on les fait réévaluer, écoute, finalement, l'étang d'eau, cette année, elle a eu un déversement, puis elle n'est plus potable. La maison vaut-tu le même prix? Fait que, il faut quand même faire attention. Je pense que le marché est vraiment... Il faut s'entourer de bonnes personnes. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Luc. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast On parle d'IMO avec Hello. Si vous avez aimé la capsule, suivez-moi, partagez, likez. Bonne journée!